Bonjour. C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Art et Lettres et ici Télévision Madame Nadia Dalla, journaliste, professeure et écrivaine. Elle a consacré un livre pour la décennie noire d'Algérie intitulé Allah pleure pour Alger, puis un second ouvrage à la question du voile dans l'islam intitulé Quand les voiles tombent, regroupant 10 portraits. Elle a publié en 2017 un nouveau livre intitulé de Biche, l'histoire de deux sœurs et de leurs secrets, un roman, on va dire, à moitié autobiographique. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Dalla. Bonjour, merci. Merci de m'avoir. Je vous en prie, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Écrivaine, journaliste, chercheur, mais aussi passionnée par la communication interculturelle. Il y a un livre, vous avez écrit aussi un livre, la communication interculturelle qui ose. Voulez-vous nous dire quelques mots là-dessus? Comment faudrait-il justement comprendre et assimiler la communication interculturelle selon vous? Très bonne question. En fait, le livre, il est là. Je vous en prie. Je l'ai écrit pour mes Parfait. étudiants. Je l'ai écrit à la demande de la Haute École de communication journalisme où je donne cours depuis 15 ans. C'est eux qui m'ont demandé d'écrire un livre sur la communication interculturelle, puisque un de mes cours, c'était la communication interculturelle et médias et diversité. Et l'idée de base, c'est que le monde change, notre audience change, et pour vendre, si vous voulez, nos histoires, les nouvelles, nos messages à ce monde-là, il faut savoir qui est notre audience et qu'elle est très différente d'il y a 50 ans. Et on ne peut plus avoir les mêmes préjugés ou idées qu'il y a 50 ans. Il faut bouger, il faut aussi avoir un grand réseau, connaître les porte-paroles qui sont dans ce monde très divers, cette audience qui est très diverse. Exactement. Sans heurter les gens, parce qu'on entend beaucoup et c'est ça un peu le problème ces dernières années, que beaucoup de gens, parce qu'ils sont devenus beaucoup plus, s'expriment beaucoup mieux, on accepte moins d'être traité d'une certaine façon, alors il faut avoir une certaine maîtrise de cette communication interculturelle. Puis c'est très intéressant aussi, justement, sur cette idée, je rebondis là-dessus, cette maîtrise des codes de communication. C'est intéressant, justement, pour pouvoir tisser des relations interpersonnelles qui sont toujours efficaces et crédibles. Justement, je peux rajouter qu'en fait, on s'est longtemps figé sur les cultures en pensant qu'on parle à des cultures. Et là, on parle plutôt d'une communication interpersonnelle qui est toujours interculturelle. Exact. Et c'est ça qui est fascinant. Tout à fait. D'autant plus qu'avec d'autres cultures, ce sont de nouveaux codes et puis il faut composer avec ça. Un autre registre, si vous permettez, parce que vous avez écrit aussi, comme je viens de l'annoncer au début, des livres, on va dire, il y a une touche d'empathie. Vous avez écrit sur la décennie noire en Algérie, justement, Allah pleure pour Alger, un titre très expressif, très significatif. Je vous en prie, voilà, il est là avec une belle couverture. Allah pleure pour Alger. Comme je viens de dire, un livre empathique, était-ce justement pour exprimer une peine, une colère, une empathie justement pour ce que le peuple algérien avait vécu durant cette décennie noire? Mais tout à fait. Là, c'est un livre que j'ai coécrit avec un collègue, Wim Neutre, qui est un spécialiste du monde arabe. Moi, j'étais jeune journaliste qui avait fini mes études, qui avait passé une année au Caire. Et justement, il m'a donné l'occasion d'écrire sur l'Algérie. Et j'ai tout de suite été très contente de pouvoir le faire. Et moi, j'ai surtout focalisé sur le système FIS et JIA. Et lui, il a plutôt parlé du sort, quand même, de fardeau du sort de ce peuple algérien à cette époque-là. Et en même temps, j'écrivais beaucoup sur l'Algérie pour le journal de Morgen, où je travaillais à l'époque à Bruxelles. Oui, vous travaillez à l'époque justement. Puis vous avez toujours été passionné par cette question du voile dans l'islam.
Ouais. Il y a eu cette... c'est-à-dire que c'est une question d'abord qui a toujours monopolisé l'attention. Il y a des opinions diverses à ce niveau. Quand les voiles tombent, c'est un livre aussi que bon, vous avez écrit, peut-être co-écrit, je dirais, qui regroupe 10 portraits. J'écris toute seule. Qui est là. Hein, et puis Ouais. faut-il dire que le titre, j'ai l'impression qu'il est en belge, en hollandais. Voulez-vous nous dire plus, s'il vous plaît? Oui, là, c'est un projet investigative journalism. Mhm. J'ai travaillé avec une fondation de journalisme d'investigation, si D'investigation. vous Mhm. voulez. J'ai parlé avec plusieurs dizaines de femmes aux Pays-Bas et en Belgique, justement pour un peu comprendre les différents profils, les différentes motivations. Et puis, vous savez, et vous le savez très bien, il y a des allers-retours. Il y a des femmes qui n'ont pas mis le voile, qui après, pendant une certaine période dans leur vie, choisissent pour le porter, pour le mettre. Et puis, il y a aussi des femmes qui l'enlèvent. Et dans Mhm. les médias, c'est très polarisant. C'est soit on le met pas, mais il y a aussi beaucoup de mouvements entre les deux. Et les gens cherchent à s'exprimer par là. Puis j'étais très touchée en rencontrant ces femmes, parce qu'à la fin, j'ai fini par écrire 10 profils, 10 femmes, comment dire, qui représentent beaucoup d'autres femmes, des jeunes, des femmes réfugiées, des femmes de différents âges et backgrounds, Oui, nationalités. J'ai beaucoup d'empathie pour eux et même des femmes qui ont mis le burqa et pourquoi et comment. Et justement, mon idée de base, c'est je ne veux pas juger. Je veux oui. rencontrer les personnes et je l'ai fait. Je suis allée chez eux, à la Mhm. maison. Euh, Elles m'ont très bien accueillie. Et après, dans la presse, la première question qu'on m'a posée, c'était un peu étonnant quand même. Est-ce que vous êtes pour ou contre le voile? J'ai dit, bon, c'est juste l'idée de ne C'est une pas opinion vouloir subjective. être pour ou contre, Mhm. de le mettre dans un contexte et de comprendre que c'est surtout des histoires de femmes, de Oui, vécu. dont il s'agit. Mhm. C'est ça dont il s'agit. Et dans chaque chapitre, il y a aussi un peu d'informations sur ce qu'il y a dans les textes religieux ou des informations sociologiques, C'est assez etc. informatif, exactement. On va rebondir sur cette question si vous permettez. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Notre invitée de ce jeudi, madame Nadia Dalla, qui nous parle de Belgique, de Bruxelles. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres Haïti Télévision. Donc on accueille une journaliste, professeur, et qui a écrit des livres aussi, qui est assez engagé, qui a été engagé dans les médias, la diversité. En la personne de madame Nadia Dalla, on est en train justement de récapituler à propos des livres qu'elle a écrits ou co-écrits avec d'autres personnes, on va dire des livres qui traitent de sujets sensibles. On est arrivé, madame Nadia, justement, au livre où vous avez parlé donc justement de la question des voiles, du voile en général, avec 10 portraits brossés. Donc, on va dire que c'est une question qui reste toujours en vogue de notre époque. Mais tout à fait, et je suis assez étonnée par ça. En même temps, je suis très heureuse qu'il y a des étudiants, des jeunes qui demandent après mon livre de pouvoir le lire parce qu'ils veulent ou elles veulent un peu échapper ce discours, comment dire, un pour ou contre, et elles veulent comprendre. Et je suis très Oui, heureuse que le livre est aussi dans des bibliothèques, et c'est oui. très apaisant en fait. Et moi, je participe plus à ce débat du voile parce Mhm. que, comme vous l'indiquez, ça change rien. Et C'est toujours le même débat, toujours les mêmes arguments, et on apprend très peu. Et ça n'enrichit en fait. il y a beaucoup de crispation, faut-il dire, comme vous dites, parce qu'il y a des personnes qui campent sur leur arguments et leur opinion, mais il faut continuer de débattre, j'imagine. Enchaînant en 2017, vous écrivez le livre de Bicht. Vous me corrigerez peut-être pour la prononciation, c'est bien ça. C'est pas Euh, mal, quand même. c'est pas mal, hein? L'histoire de deux sœurs et leur secret. Que Ouais. veut dire justement ce mot de Bicht, Madame Nadia?
Oui, exactement. Voilà, merci. Avec une belle couverture. En néerlandais, la traduction, c'est la confession. La En fait, confession. oui, c'est la confession d'une sœur à une autre et une confession vers soi-même d'un grand secret de famille Oui. les filles se sont cachées pour eux-mêmes aussi. Et c'est une confession voilà, vers soi-même, vers l'autre, vers le monde. Bon, on va dire peut-être une fiction, un roman à moitié autobiographique. Comment faudrait-il comprendre? Bon, il y a certaines choses peut-être qui font partie de votre vie, mais est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est une histoire racontée ou justement, donc, on fait le récit de soi, hein? Oui, en fait, c'est une histoire de deux sœurs et c'est basé sur on a eu des vies tout à fait différentes. Moi, je commençais à étudier, à devenir professionnelle. Elle a choisi un autre parcours. Et puis, il y a un grand secret qui fait qu'elles ne se sont plus parlé. Et c'est un secret de famille, Okay. un secret voilà, qui parle du père, ce qu'il aurait fait. Mais en fait, c'est pas très clair et on ne parle pas trop ou de tabou. Et je dirais que sur ce grand tabou-là, c'est pas à 100% autobiographique, mais là, j'ai commencé à jouer avec le thème de tabou familial, de tabou sexuel dans la famille, d'inceste, etc. Parfait. Donc, bon, une confession, on va dire, de Biche, l'histoire de deux sœurs et de leur secret. Il semble... Du grand amour, hein, oui, tout à fait aussi, hein. Ouais, exactement, tout à fait. exactement, parce que l'amour est quand même fondamental pour l'harmonie. Il semble que certains de vos écrits, si ce n'est pas tous vos écrits, sont mandatés par une certaine colère qui se projette contre la reproduction des discours dépassés. Comment réagirez-vous à ça? Éclaircir votre question. La colère, je suis d'accord, il y a beaucoup de colère dedans, mais le suivi, j'ai pas bien compris. Cette colère qui se projette contre la reproduction des discours dépassés, je pense, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, peut-être le fait de dire que la question du voile, ce sont des arguments les mêmes qui reviennent, mais donc oui. Les mêmes discours qui reviennent. Donc, est-ce que cela, justement, est souvent présent dans vos écrits? Est-ce que ça motive justement votre ligne de pensée ou c'est juste passager? Oui, je pense vraiment, le point de départ c'est un cri de créer plus d'autonomie, de liberté, voilà. d'espace de pouvoir vivre et être et évoluer, et être un individu complexe et que l'autre ou l'autrui ou le monde a toujours le besoin, éprouve toujours le besoin de mettre des labels, de dire vous êtes ceci, vous êtes là, et peut-être c'est homme-femme, peut-être c'est religion, des étiquettes, peut-être c'est ethnicité, peut-être c'est l'âge, toujours cette idée de vous figer dans un cadre très strict. Et oui, ça m'angoisse pas, ça me met vraiment en colère. Et je comprends pas, il faudrait que j'aille voir un psychologue pour comprendre. Non, il y a une émotion très forte qui ressort. Et je ressens aussi avec mes étudiants, quand je sens qu'ils sont jugés de cette façon-là, j'éprouve le besoin de venir en aide et de les convaincre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a plein de choses qu'elles peuvent faire et voilà, on peut toujours dépasser des soi-disant handicaps ou des petites notes qu'on n'aime pas, des choses négatives. Moi, je ne viens pas d'être figée dans un espèce de cadre que les autres. Je trouve que ça fait preuve de supériorité. Vous voyez, de dire vous êtes ceci. Mais vous ne savez pas qui je suis. On ne sait même pas soi-même qui on est. Et si on veut être religieux, oui, c'est Dieu qui vous a donné tout l'univers. Alors comment l'autre, le petit autre, peut vous réduire jusqu'à quelque chose de tellement insignifiant? C'est ça que j'accepte pas, quoi. Mais il semble aussi que le processus d'écriture est toujours
motivés par une souffrance. Je pense pas parmi ça, c'est pour tout, c'est évident pour tous les écrivains, pour tous les faiseurs de mots, comme quoi la souffrance, ça nous accompagne justement dans ce processus. On va rebondir à cette question une fois après la pause et on vous revient tout de suite, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres pour continuer notre discussion avec madame Nadia Dalla, journaliste, professeure, écrivaine. On parlait justement du processus d'écriture. Peut-être à moi de continuer, peut-être une certaine idée concernant le fait qu'il faut qu'il y ait toujours une souffrance pour écrire quelque part, une douleur pour écrire quelque part, encore que on a besoin de cette douleur. Sans cette douleur, le processus d'écriture, il va manquer de quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est peut-être un peu malheureux. Mais en même temps, c'est très, je ne suis pas la première à le dire, c'est très thérapeutique. Mais il y a ce très grand besoin qui n'est pas rationnel de devoir écrire, de communiquer. En fait, quand on écrit, on est tout seul, mais on s'écrit à soi-même au début. Vous voyez, il y a l'écran. Et c'est un dialogue avec soi-même. On voit ce qu'on vit et on peut dépasser certains blocages en trouvant les bons mots. Et je trouve que c'est d'une extrême beauté. Il y a aussi beaucoup de créativité là-dedans. Et dans la plus grande souffrance, on peut créer, mais quelle merveille, je trouve. Je pense que c'est tout à fait fantastique. Mais c'est vrai que la colère et la souffrance ont toujours, pour moi, été souvent la base de mes écritures, ou le point de départ. Nous vivons dans un monde où le populisme est de plus en plus présent, avec une montée de l'extrême droite dans tous les pays du monde. Ce n'est pas spécifique à une région quelconque. Et avec ça, il y a toujours une quête d'identité. Une quête d'identité à travers ça. Les gens se questionnent leur identité au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces confusions donc, qui emplissent nos vies. Comment est-ce que vous entrevoyez la question de l'identité et de l'exil, Nadia Dalla, justement, en contexte de migrance de manière générale? Je pense que pour moi, personnellement, je suis dans l'avantage que j'ai pas mal voyagé. J'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai rencontré beaucoup de gens. Quand j'étais plus jeune et je n'avais pas encore beaucoup voyagé, j'étais très attristée parce que vous parlez de l'extrême droite, mais elle est très présente depuis beaucoup de décennies en Europe, en Belgique et surtout en Flandre. Et personnellement, oui, j'en ai souffert et à des moments, j'ai dû vraiment m'échapper pour ne pas attraper des coups des gens méchants qui n'ont pas aimé que j'étais d'une certaine origine. J'en ai beaucoup souffert et puis grâce bon, j'ai lu des livres, j'ai fait des voyages, j'ai étudié à l'étranger. Ça m'a beaucoup aidé à ne plus prendre ces extrémismes personnels, mais je le vois comme des grands schémas dans l'histoire qui reviennent et qui retournent. Malheureusement, je crains que c'est un peu le sort de l'humanité, qu'après une période de stabilité, les extrêmes se mettent à bouger et veulent détruire comment ça se dit, la situation qui présente. Oui. Et il est clair que ça ne va pas s'améliorer, ça va devenir encore beaucoup plus pire, mais j'ai de l'espoir qu'on va y arriver. Je comprends très bien pour les jeunes qu'ils sont très désorientés et ça me fait beaucoup de mal de voir cela, parce que je pense que la société donne pas assez de bonnes réponses aux jeunes, qu'on les éduque pas assez bien, et il faut un cadre éducationnel et même intellectuel d'un côté, et puis aussi un cadre créatif et artistique qui enrichit la personne, comme ça il comprend ou elle comprend. Et je reviens à ce qu'on disait au début,
reconnaît pas que une nationalité. On est tellement riche en soi, mais quand on réduit la personne à une pensée ou à une étiquette, malheureusement, ils vont croire que c'est le cas et ils vont aussi adopter la même vision pour l'autre. Oui, une vision qui est pour se défendre aussi. Voilà, c'est ça. Mais je le vois dans l'histoire, c'est les grands schémas. Malheureusement, l'Europe n'a pas eu beaucoup de périodes sans guerre. Il est clair, là, on entre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque. C'est assez effrayant, je pense. Oui, oui, tout à fait. Je garde le souvenir en 2019 d'une rencontre au niveau du Conseil consultatif des communautés marocaines du monde. Vous avez participé à un débat, on a participé à un débat sur les langues. Comment vous entrevoyez, Nadia Dalla, la production des Marocains du monde, on va dire, ou originaires du Maroc, dans le grand bassin méditerranéen, dans la grande francophonie? Quel est votre regard? Quel est le regard que vous portez à ce niveau? Un regard émerveillé, ensoleillé. Je suis je suis très heureuse de pouvoir assister à cela et d'être témoin de ce que reproduit le Marocain dans le monde. C'est énorme et je suis très reconnaissante pour tous ces projets et activités qui mettent cela, qui valorisent tous ces efforts qui sont là, et quelle beauté et quelle richesse là. Je suis très émerveillée, contente. On a besoin de ça, cher Kamal. Oui, d'en parler, de plus en parler, parce que justement, ça sort du cadre très rigide, un peu en Europe, quand on parle des gens d'origine marocaine. Et il semble que la communication devrait continuer à durer, surtout, espérons-nous, on est au bout du tunnel, on sort de cette pandémie, espérons qu'on va y sortir définitivement. 40 secondes, justement, pour vos projets d'avenir. Est-ce qu'il y a des livres qui s'en viennent, Nadia Dalla? Il y a toujours des livres que je suis en train d'écrire. Il y a peut-être aussi un projet académique, mais je ne peux pas trop en parler. S'il y a du concret, je vous le dirai, mais c'est en marche. Excellent, c'est en marche. En fait, pendant la pandémie, c'était un peu difficile pour moi de créer. J'avais du mal à me concentrer. Oui, ce n'était pas évident. Il faut dire que ce n'était pas évident après 2 années, mais bon, maintenant, comme je disais tout à l'heure, espérons que la lumière va continuer à se projeter vers le futur, vers l'avenir. C'était tout le temps qu'on avait. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Nadia Dalla. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets d'avenir et merci d'avoir accepté notre invitation parmi nous chez Art et Lettres, ici Télévision. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.